cette vidéo, je vais vous présenter l'interview organisée par le reporter international et écrivain Michel Collomb d'Investigation. Nous allons parler de la sécurité sociale. L'invité est Martin Willem, représentant syndicaliste belge. Quelle est la problématique, le fil conducteur de la vidéo? Qui va payer pour la crise du coronavirus? Lorsque l'on a besoin de soins particuliers ou de prise en charge lourde, on est bien content de pouvoir faire appel au système français de sécurité sociale qui permet une quasi-gratuité des soins de santé. Nous allons retracer dans les grandes lignes l'histoire de la création de la protection sociale en France et en Belgique, sachant qu'elles sont similaires. Ce système de prise en charge sociale indispensable doit continuer à être renforcé et défendu par la population à l'avenir. Pendant le coronavirus, la peur et l'angoisse véhiculées par les médias occidentaux s'ajoutent au confinement contraint, à l'immobilisme total et au télétravail pour beaucoup de gens. 3 milliards de gens confinés à travers le monde. Qu'est-ce que cette pandémie inédite nous apprend sur le fonctionnement de la sécurité sociale? Elle pose tout d'abord beaucoup de questions concernant notre système économique existant, qui est fragilisé par la mondialisation, car il repose sur des flux de capitaux internationaux en polarité impérialisme versus monde multipolaire. Si les flux s'arrêtent, les flux mondiaux, alors plus rien ne fonctionne dans l'économie nationale. Cette crise a eu pour conséquence directe la réduction drastique du personnel public et privé jugé non indispensable au maintien du système en vigueur. Cela entraîne des problèmes de flux tendus visant à limiter les stocks et les délais d'attente comme chez Amazon, de délocalisation et de sous-traitance, et de stockage des biens de consommation indispensables. L'alimentation, les médicaments, les masques, le matériel de réanimation, etc. Aux États-Unis, le système économique global repose en majorité sur le secteur privé, soumis aux bénéfices financiers et aux intérêts lucratifs de certaines entreprises et lobbies opaques. Et le secteur privé ne peut pas et ne veut pas surtout travailler à perte. Donc la base de notre société, en somme, c'est bien le service public qui, lui, aujourd'hui, fonctionne à perte. Les transports en commun, par exemple, pendant la situation d'urgence du Covid-19, fonctionnent à perte. Ils ne sont qu'à 10% de leurs bénéfices habituels. Mais comme ce sont des services publics, ça peut fonctionner, car l'État-providence adapte son budget, ses revenus et ses dépenses, pour redresser la barre en cas de coup dur national, en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Si tout était géré par des entreprises privées, la baisse spectaculaire des bénéfices aurait entraîné la faillite totale du système dans toutes les branches d'activité et la fermeture de tous les secteurs professionnels, et donc un chaos total pour la population civile, c'est-à-dire le monde moins les élites. En conclusion à cette crise, on peut constater que les services essentiels à la personne doivent rester dans le secteur public par sécurité pour les citoyens. On remarque qui plus est que les lois économiques que les élites ne veulent habituellement pas changer ont été rafistolées, bricolées en l'espace de quelques jours pendant le coronavirus pour apaiser la vindicte populaire déjà échaudée par 1 an et demi des Gilets jaunes. On nous a asséné constamment le carcan budgétaire européen. On nous affirmait qu'aucun effort n'était possible pour des raisons d'austérité budgétaire.
Et là, en situation d'urgence, de nombreuses mesures salvatrices ont été prises. Notons cependant que la sacro-sainte liberté de commerce millénaire a été brutalement interdite par un parti néolibéral et tous les magasins ont été fermés d'un coup d'un seul sous prétexte de Covid-19 à travers le monde. On s'est alors aperçu que tout repose sur les travailleurs et le facteur humain. Tout le personnel soignant, par exemple, réalise un travail extrêmement courageux et risqué au quotidien, tandis que les machines fragilisées de leur côté n'ont pas toujours tenu le coup sans la maintenance et la dévotion humaine. Cela nous renvoie au fait que nos sociétés contemporaines n'ont pas seulement besoin de machines et d'ordinateurs pour marcher et perdurer, mais aussi et surtout de compassion humaine, d'empathie. Vient alors la question de la sécurité sociale qui joue un rôle magistral dans nos vies et pourtant qui reste méconnue du grand public. Ajoutons qu'elle n'est pas non plus enseignée à l'école. Beaucoup avancent que les cotisations sociales des travailleurs ressemblent à un impôt sur le travail, et donc si on veut créer des emplois, il faut alléger soi-disant tout ça, nous dirons certains. Pourtant, pendant la crise du coronavirus, on a martelé qu'il fallait se serrer les coudes et être solidaires. Et justement, ce qui crée ce lien social des travailleurs, c'est de cotiser, de mettre cet argent dans un pot commun qui ensuite sera utile à tout le monde. Ceux qui gagnent plus cotisent plus, et cela sert à tout le monde et c'est réparti selon les besoins globaux de la population nationale. Voilà le principe et Michel Colomb prend le temps de l'expliquer lentement parce que les jeunes générations dont nous faisons partie, connaissent à peine le système et ont été informés uniquement par des discours très orientés politiquement, comme quoi ça ne constituerait qu'une charge. Citons à ce titre une bande dessinée informative très pertinente sur le sujet dont il fait la promotion, sortie en janvier 2020. Elle s'intitule Un cœur en commun, la belge histoire de la sécurité sociale de Harald Éditions Delcourt. Donc je rappelle que la sécurité sociale belge et française sont très similaires. Ce qu'il faut que les jeunes générations comprennent, c'est que la sécurité sociale a l'air de tomber du ciel, entre guillemets, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ça n'existait même pas. Car autrefois, on se retrouvait avec des journées de travail sans fin, de 12 à 16 heures par tranche de 24 heures, sans dimanche pour se reposer de la dure semaine et pour voir sa famille et ses amis. Il n'y avait alors pas de protection pour les ouvriers en cas d'accident, donc un accident au travail pouvait signifier la faillite totale de la famille, sa mort, pour payer en urgence les soins de santé vitaux, sans lesquels on ne pouvait pas survivre. Les salaires étaient misérables, les enfants étaient obligés de travailler pour tenter de nourrir la famille, les anciens aussi, jusqu'à très tard, on mourait au travail. L'apparition de la société industrielle a été accompagnée de son lot de fléaux et a laissé place à la survie, la famine et la maladie. Pas de temps pour aller à l'école et apprendre à lire, à écrire, à compter et ensuite apprendre un travail, sauf pour les riches. Le labeur était très pénible physiquement et dangereux pour la santé physique et psychologique des gens. Sans la sécurité sociale actuelle, nous en serions encore à la féodalité moyenâgeuse et à un rapport maître-esclave où veulent justement nous renvoyer les ultralibéraux. À l'époque, les citoyens n'étaient sauvés que s'ils avaient assez d'argent pour payer les sommes colossales qu'on leur demandait, comme aux États-Unis aujourd'hui en somme. Pas d'argent, vous n'êtes pas sauvés, nous disent les néolibéraux.
C'est absolument inhumain et absurde. Alors qu'en France, quand une femme met au monde un enfant, par exemple, la sécurité sociale prend en charge la plus grande partie des frais, même si c'est très cher. Et si les gens ont des soucis financiers, l'hôpital public a un service social pour les accompagner. C'est pourquoi l'assurance maladie est un pilier de la structure de la sécurité sociale, tout comme les retraites et les allocations familiales. Justement, à ce titre, quand on évoque le prix des soins de base aux États-Unis, par exemple, pour le coronavirus, qui sont en moyenne de 40 000 euros, pays où la sécurité sociale n'existe pas comme en France ou en Belgique, on se demande comment de telles sommes impayables pour beaucoup de gens, même issus de la classe moyenne américaine, seront réglées. Est-ce qu'il faut prendre un crédit à vie ou un crédit sur plusieurs générations? Se mettront-ils en faillite financière ou refuseront-ils l'opération vitale qui pourra les sauver, comme une greffe de cœur ou une dialyse des reins? D'ailleurs, là-bas, les plus pauvres sont les plus touchés par le coronavirus, la mortalité du coronavirus. On observe à ce sujet une très nette fracture de la société US concernant les droits fondamentaux comme le droit à la vie, le droit à la santé et aux soins. Pourquoi donc une telle mortalité chez les non-millionnaires? Eh bien parce qu'ils n'osent tout simplement pas aller chez le médecin par peur d'une facture astronomique impayable ou parce qu'ils n'ont pas assez d'argent à avancer pour se faire soigner, d'après les grilles des prix online. Il est fréquent à ce sujet d'entendre régulièrement des personnalités américaines, des politiciens, des reporters ou des professeurs d'université, qui sont souvent d'ailleurs invités sur les plateaux télé, qui se plaignent d'avoir à payer des sommes astronomiques pour essayer de soigner leurs maladies même bénignes, même anodines. On est là dans un système barbare avec énormément de gens sacrifiés pour rien au nom du dieu profit. Alors qu'en France et en Belgique, les salariés reversent un pourcentage de leur salaire à la sécurité sociale pour remédier aux problèmes moyenâgeux. Autrement dit, c'est un salaire socialisé, reversé dans une tirelire commune, qui resservira à tout le monde. On a donc un salaire direct et un salaire indirect. Le salaire direct, c'est le salaire brut que l'on perçoit et dont on retire les impôts pour devenir le salaire net ou le salaire poche, entre guillemets, comme disent les patrons. Et le salaire indirect, ce sont les cotisations sociales qui vont dans le pot commun. C'est donc un salaire socialisé parce que partagé, et on dit aussi différé parce qu'il est réparti à l'ensemble de la population, incluant les retraités qui ne travaillent plus. Et précisons que personne n'est à l'abri durant son existence d'un accident ou d'une maladie, et tout le monde a besoin de ce système, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. C'est une sécurité structurelle, un droit fondamental qui doit être défendu bec et ongle, au même titre que le droit à la vie et à la liberté d'expression. Et même si l'on a de bons revenus, payer 40 000 euros pour une hospitalisation de 2 semaines du coronavirus, c'est terrible pour tout le monde, millionnaire ou pas. Heureusement que nous avons ces acquis sociaux. On a voulu nous faire croire à coups de propagande médiatico-politique néolibérale que c'est cher. Concrètement, en fait, c'est une part significative et non négligeable qui part dans les cotisations, mais lorsqu'on calcule les parts titanesques qui nous sont reversées en cas de maladie ou d'accident, on se retrouve très largement dans les sommes investies au préalable. Du côté des indépendants, on a un système de sécurité sociale qui protège beaucoup moins. C'est à l'image un peu des États-Unis en fait, c'est le système qu'on veut nous importer, avec bien moins de cotisations sociales.
Cotisations qui sont dégressives, c'est-à-dire que plus vous gagnez par mois ou par an, moins vous cotisez à l'effort national. Il y a donc beaucoup moins de solidarité entre les travailleurs indépendants. Donc le grand point dont il faut se méfier en politique politicienne néolibérale, c'est qu'on nous parle de charges du travail, soi-disant, de taxes ou d'impôts sur le travail que les patrons devraient payer. Et en réalité, quand on étudie la structure de la sécurité sociale, c'est un salaire différé, un salaire indirect. Et ainsi, on comprend soudainement ceux qui nous rabâchent ce discours sans arrêt. Ils ont en fait pour unique but de baisser dans leur globalité les salaires des travailleurs qui assurent à eux seuls le bon fonctionnement de l'État. Ce sont les médecins, les policiers, les pompiers, les ouvriers, les agriculteurs, les profs, etc. Nous, en tant que travailleurs, on parle de cotisation sociale parce qu'on cotise. Les patrons, eux, parlent de charges sociales. Et ils essayent depuis une vingtaine d'années de faire rentrer dans la tête des travailleurs que c'est une taxe, alors que c'est une mystification totale. Si les cotisations sociales n'étaient pas versées par les patrons à partir du salaire des travailleurs, cet argent ne serait de toute façon pas reversé dans la poche des travailleurs. Comme chez Deliveroo et Uber, des entreprises passées à un système sans reversement de cotisations sociales et où le surplus d'argent a été englouti intégralement par les ogres Uber et Deliveroo. Les employés n'ont même pas eu droit à une augmentation symbolique de leur salaire. Depuis 30 ans, on multiplie les niches de sécurité sociale pour lesquelles il ne faut plus payer de cotisations sociales. Ce sont les heures sup pour l'effort national, entre autres. C'est un véritable cadeau à l'employeur. C'est le cas des flexi-jobs, les économies collaboratives, entre guillemets, comme Uber et Deliveroo, où aucune cotisation sociale n'est payée, mais au final, aucun droit social n'est généré non plus. Le chômage n'est plus payé et les accidents du travail non plus. Et les salaires sont misérables. En conclusion, nous dit l'auteur, cela fait déjà 100 ans que les gens se sont réveillés concernant la lutte sociale, pour la défense des droits fondamentaux et pour la dénonciation de la collaboration entre le capitalisme et le fascisme de la Seconde Guerre mondiale. La sécurité sociale est universelle, elle est la même pour tous. Elle est constituée de 5 branches: la maladie-invalidité, le travail et le chômage, les allocations familiales, les pensions et les retraites, les congés payés. La sécurité sociale s'est organisée en 1944 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et s'est ensuite peu à peu renforcée. Malgré cela, les employeurs voudraient que l'on baisse sans arrêt les cotisations sociales et orientent sciemment le débat politico-médiatique de telle sorte à ce qu'on accepte les diminutions drastiques. Elles sont passées en moyenne de 32% à 25% de cotisations employeurs. La sécurité sociale, c'est aussi l'expression de la solidarité d'une génération envers une autre, et c'est un sacré cadeau que les anciennes générations nous ont fait. En diminuant son financement, on la détricote et on risque de la faire disparaître au détriment des gens et au profit des milliardaires. Ce n'est qu'en partenariat, en faisant société, qu'on arrive à résoudre les questions d'envergure, les défis de demain. À partir de la 40e minute, Michel Colomb nous présente les citations les plus corrosives de l'ouvrage qu'il promeut, dont il fait la publicité. Je le cite. Les politiciens veulent nous faire croire que c'est une dépense alors que c'est un investissement sur le développement humain. La seule logique profondément inhumaine des actionnaires de groupes privés est la recherche du profit, quitte à faire diminuer l'espérance de vie des plus pauvres, c'est-à-dire les classes populaires plus les classes moyennes. Nos vies pour eux ne sont rien à côté de leurs profits financiers.
Les fake news sur le déficit de la sécurité sociale sont un prétexte de plus pour piller l'État-providence.